présente notre magnifique golfe du Saint-Laurent, sur lequel les compagnies pétrolières commencent à avoir certaines convoitises. Je voudrais mentionner le nom de Daniel Giroux, qui a participé au montage de cette présentation-là, mais qui ne peut pas être ici aujourd'hui. Je vais présenter au nom de la Coalition Saint-Laurent. La Coalition Saint-Laurent, c'est un regroupement de 3500 citoyens, d'environ 80 associations et groupes de partout autour du golfe Saint-Laurent, qui ont beaucoup d'inquiétudes face à l'arrivée de l'industrie pétrolière dans le golfe. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'à l'échelle du Golfe, beaucoup de groupes, beaucoup de gens sont inquiets, même à Terre-Neuve, c'est surprenant. Donc, pour cette raison, pour d'autres raisons qu'on va voir plus loin dans la présentation, la Coalition demande un travail pour l'obtention d'un moratoire général sur l'ensemble du Golfe Saint-Laurent. Il se fait de l'exploitation pétrolière à Terre-Neuve depuis une vingtaine d'années environ, mais cette exploitation-là se fait loin au large, environ 350 km au large de Saint-John's, dans l'Atlantique. Tout le monde connaît Hibernia. Il y a 3 plateformes qui sont en fonction. Hébron vient tout juste cette semaine d'avoir son autorisation. Donc, très loin, on est à 900 km de la Nouvelle-Écosse, qui est le voisin le plus proche, la province voisine la plus proche. On est à 80 mètres de profondeur seulement, donc très peu profond. Si on va dans le golfe du Saint-Laurent, et avec le projet Old Harry, qui est maintenant sur la table, la situation est complètement différente. Les voisins sont partout. On est à 70 km de Terre-Neuve, 80 km des îles de la Madeleine, 120 km du Cap-Breton, et peu importe où on se situe dans le golfe, on est toujours le voisin de quelqu'un. De plus, dans le chenal du Saint-Laurent, le chenal laurentien où on veut forer, on est à 470 mètres de profondeur, soit plus de 5 fois plus profond qu'au large de l'Atlantique. Quelques diapos pour montrer un peu les particularités du golfe Saint-Laurent, ces particularités au niveau océanographique, au niveau biologique aussi, sa richesse. Le golfe Saint-Laurent, c'est une petite mer intérieure, semi-fermée. On voit ça de 225 km². Ça, c'est 6 fois plus petit que le golfe du Mexique. 2 seules sorties vers l'océan, le détroit de Belle-Île au nord-est, le détroit de Cabo au sud-est, ce qui fait en sorte que le temps de vidange pour l'ensemble de l'eau du golfe, c'est d'environ 1 à 2 années, donc ce qui est très long. Des courants anti-horaires très complexes, des remontées d'eau froide, des gyres, comme à la montre des l'Anticosti. Donc, un tas de phénomènes océanographiques qui font en sorte que c'est un milieu qui est très riche biologiquement. Mais en contrepartie, c'est un milieu où le moindre accident pétrolier pourrait avoir des conséquences très graves. Quelques exemples, on va regarder rapidement au niveau biologique. Ces courants complexes-là, avec la topographie des fonds marins, font en sorte qu'il y a des accumulations de krill à plusieurs endroits. Par exemple, à la tête du chenal laurentien. Donc, de grandes accumulations de krill qui sont une nourriture pour les nombreuses baleines qui viennent nous visiter chaque année. Le krill a besoin d'un golfe en santé pour se reproduire et les baleines viennent ici spécifiquement parce qu'il y a cette source de nourriture-là en abondance. Au niveau du saumon, voie migratoire de très grande importance qui passe exactement dans le chenal laurentien et tout près des sites de forage. Plus de 120 rivières à saumon dans l'ensemble du golfe Saint-Laurent. Il y a seulement celles du Québec ici qui sont montrées, illustrées. Des rivières d'importance souvent internationale. On pense à la Moisie, la Jupiter, la Miramichi au Nouveau-Brunswick. La pêche récréative au saumon, c'est plus de 36 millions de dollars de revenus au Québec. 980 emplois, donc c'est extrêmement important. Au niveau des colonies d'oiseaux, mentionnons 2 colonies d'oiseaux d'importance mondiale. C'est parmi 2 des plus grandes colonies de fous de bassin au monde, l'île Bonaventure, qui est bien connue, mais le Rocher aux oiseaux aussi, tout près des îles de la Madeleine, qui sont la 3e plus importante au monde. Plusieurs espèces en péril, rorqual bleu, la morue, la tortue lutte, le loup à tête large, donc un tas d'espèces en péril. Il serait dommage d'ajouter un stress supplémentaire à ce que l'ensemble de ces espèces-là subissent. Les aspects humains, extrêmement importants dans le golfe Saint-Laurent, c'est un milieu de vie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est le golfe participe à la qualité de vie et au mode de vie de centaines de communautés côtières et insulaires.
c'est important de maintenir cette qualité de vie-là. Par exemple, le saumon, c'est une importance fondamentale pour les Mi'kmaq de la Gaspésie. Leur culture est définie par le saumon, donc c'est important que ces ressources-là continuent de se maintenir. Rapidement, l'importance économique du golfe Saint-Laurent. Au niveau des pêcheries, plus de 500 millions de dollars par année, c'est les valeurs de débarquement au quai. 12 000 pêcheurs aident à l'ensemble du golfe. Plus de 200 usines de traitement du poisson, avec une production annuelle de 900 millions. Si on additionne ça avec la valeur au quai, on est à 1,5 milliard uniquement relié aux pêcheries dans l'ensemble du golfe. Il faut ajouter évidemment la mariculture qui commence de plus en plus à prendre de l'importance. Le tourisme est très important aussi. 600 millions de dollars, 17 000 emplois directs à l'échelle du golfe toujours. Et ça, c'est important de se rendre compte que tout ça, c'est relié à une image de qualité. Une image de qualité qui est importante de préserver. Et si on perd cette image de qualité, c'est très long à la reconstruire. Et ce golfe Saint-Laurent, avec toutes ses particularités, son importance biologique, son importance socio-économique, il semblerait qu'il y aurait aussi, il pourrait y avoir un potentiel pétrolier. Et donc, commence à faire l'objet de recherche de la part de compagnies pétrolières. Ce qu'on voit ici, c'est les permis, les licences d'exploration qui sont actives. Celles à Terre-Neuve en rose, essentiellement le long de la côte, et aussi dans le centre du tunnel laurentien, une licence d'exploration qui est détenue par Corridor Resources. En mauve, c'est les licences d'exploration qui sont du côté québécois. Donc, deux projets, sur lesquels on va revenir un petit peu. Le projet Old Harry, qu'on entend souvent parler, par Corridor Resources, et un nouveau projet, c'est Ptarmigan Energy, excusez-moi, le long tout près du parc de Gros-Morne, en fait, où on prévoit très bientôt des relevés sismiques de très haute intensité en vue, d'ici quelques années, de forêt là aussi, à une cinquantaine de kilomètres de la côte. On a parlé de relevés sismiques. Au niveau de l'exploration pétrolière, c'est la première étape sur le terrain. Comment ça fonctionne? On a des navires qui sillonnent en produisant des détonations de très, très grande intensité. À toutes les quelques secondes, 8 à 20 secondes, 24 heures par jour, jusqu'à 250 décibels afin de pénétrer profondément la côte terrestre. Et ça, ces ondes-là, très puissantes, ont un impact sur la faune marine, en particulier sur les mammifères marins. On peut endommager le système auditif, on peut provoquer des lésions internes et même documenter de possibilités de mort aussi. Ces ondes-là ont des impacts aussi sur d'autres organismes, poissons, crustacés. Une carte, ça permet de vous montrer le golfe Saint-Laurent entre 1968 à 1998, l'ensemble des relevés sismiques qui ont été faits durant cette période-là de 30 ans. Il faut ajouter le long de la côte de Terre-Neuve, la carte est incomplète, mais il y a beaucoup plus de relevés qui ont continué d'être faits le long de la côte de Terre-Neuve. Parce qu'au Québec, il y a un moratoire sur les relevés sismiques, mais pas à Terre-Neuve. On parle maintenant de forage exploratoire. L'impensable est arrivé l'été 2010, plateforme Deep Horizon, explosion, 87 jours, je crois, 4,9 millions de barils ont été déversés dans le golfe du Mexique, et c'était un forage exploratoire. L'impact sur les pêcheries n'est pas encore chiffré. L'impact sur le tourisme, au-delà de 23 milliards. Et ce qui est important, c'est la perte de confiance, même si certaines côtes, la Floride n'a pas été touchée par les marées noires, mais la perte de confiance a fait chuter dramatiquement au niveau de leurs produits de la pêche et au niveau du tourisme. Ici, dans le golfe du Saint-Laurent, suite à l'incident du golfe du Mexique, la Fondation David Suzuki a fait faire des simulations de déversement sur le site de Old Harry. On a simulé avec une quantité de pétrole qui était 10 fois moindre que ce qui a été répandu dans le golfe du Mexique. Et on a fait ces simulations-là pour chacune des saisons. Un des premiers constats, c'est que toutes les provinces risquent d'être touchées par une marée noire. Donc, on voit celle ici pour l'hiver, et après, toutes les provinces peuvent potentiellement être touchées. Tout récemment, Environnement Canada a fait aussi des simulations, toujours sur le site de Old Harry. Donc, on a fait ces simulations-là, et je vous marque 3 conclusions ici.
les traduire au vol. L'huile répandue, le pétrole répandu, très très souvent va frapper la côte. On note aussi une probabilité très élevée, very high, que Terre-Neuve, portion sud de Terre-Neuve, le Cap-Breton soit touché par une marée noire. On note aussi que frequently hit Newfoundland, Cape Breton et possiblement des îles de la Madeleine. Donc, Environnement Canada confirme les simulations qui ont été faites par David Suzuki. Et tout ça n'est pas pour rassurer les communautés côtières, tout ça n'est pas pour rassurer les différentes provinces limitrophes du Golfe. On parle d'accidents majeurs, et il ne faut pas oublier qu'il y a une grande quantité de déversements quotidiens, des déversements de routine, on pourrait dire. Par exemple, les bouts de forage qui sont rejetés, dans l'océan, les eaux de production qu'on rejette, les déversements mineurs. Donc, il y en a beaucoup qui s'ajoutent au déversement majeur. Comment est-ce que ça fonctionne, la gestion de ce pétrole extra-côtier? Il faut comprendre que dans le Golfe, le pétrole est de juridiction fédérale et propriété fédérale. Donc, si une province veut l'exploiter, il faut passer une entente avec le fédéral. Une entente qui va, par exemple, définir la répartition des royautés, la répartition des redevances. Une entente aussi qui va mettre en place un office, un board, pour co-gérer cette ressource-là. Alors, quel est le rôle de ces offices-là? Le rôle premier, c'est de faciliter le développement des hydrocarbures. C'est de, par exemple, faire les appels d'offres, lorsqu'on veut offrir des permis. C'est d'émettre des permis, des licences aux compagnies. Et en même temps, c'est de faire la réglementation pour la sécurité des travailleurs et la sécurité de toutes les matières environnementales. Rapidement, voir un petit peu de portrait présentement dans le Golfe. Terre-Neuve, depuis 1988, a son propre office des pétroles extra-côtiers. La Nouvelle-Écosse a aussi, depuis 1987, son office. La section québécoise du Golfe, ici à Chouret-Auge, Québec, en mars 2011, a signé une entente avec le fédéral. L'entente est signée, mais elle n'est pas encore ratifiée par les deux gouvernements respectifs. Donc, elle est toujours, elle n'est pas active. Donc, il va y avoir encore plusieurs années avant que Québec se dote de son propre office des pétroles. Et le Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard sont présentement en négociation pour obtenir eux aussi une telle entente. Donc, le portrait, c'est qu'éventuellement, on pourrait potentiellement se retrouver avec un Golfe séparé en 5 offices, chacun avec ses propres objectifs, avec son propre agenda, qui pourrait agir sans trop tenir compte des autres provinces. C'est un peu le méli-mélo. C'est pas une situation qui représente, qui reflète l'unicité écologique là, du Golfe du Saint-Laurent. Ces offices-là sont très critiqués, de plus en plus critiqués. Entre autres, le rapport Wells à Terre-Neuve, qui a complété en 2010, et la recommandation, le constat le plus important du rapport Wells, c'est qu'il dit ces offices-là, on facilite le développement, on négocie avec l'industrie, et en même temps, on fait la réglementation pour l'environnement, la sécurité des travailleurs. Donc, le juge Wells a dit, il semble qu'il y a un conflit apparent dans tout ça. Alors, ce qu'il recommande, c'est de créer 2 entités complètement indépendantes, une qui négocie avec l'industrie et qui émet les permis et les licences, et une autre qui vraiment fait la réglementation au niveau sécurité des travailleurs et qui s'occupe de l'environnement aussi. Et c'est ce qui existe dans tous les offices modernes ailleurs dans le monde, en Norvège, en Australie et maintenant aux États-Unis aussi. Donc, on va parler un petit peu du projet de Corridor Resource qui se situe ici, le point jaune. C'est ce qu'on appelle un prospect, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de forage encore, on ne sait pas officiellement s'il y a du pétrole, et c'est séparé entre Québec et Terre-Neuve. Corridor Resource a une licence depuis janvier 2008 et il se doit de forer d'ici janvier 2015. La compagnie Corridor fait peur à beaucoup de monde. Ils ont de l'expérience sur la terre ferme, sur le gaz naturel, gaz de schiste, ils n'ont aucune expérience en milieu marin. Situation financière qui est très incertaine.
des actifs totaux, 200 millions de dollars, des pertes nettes de 77 millions l'an passé, les actions sont en chute libre. Quand on sait qu'un puits coûte 50 à 60 millions de dollars, plusieurs personnes se demandent est-ce que cette compagnie-là aurait les reins assez solides en cas de désastre majeur dans le Golfe. On peut parler de quelques problèmes légaux et techniques présentement. En cas de désastre, il y a une limite de 30 millions de dollars sur la responsabilité de la compagnie. Si le désastre est plus que 30 millions, vous n'avez qu'à penser qu'au Golfe du Mexique, c'est plusieurs milliards. Alors, il faut aller en cours et prouver qu'il y a une négligence de la compagnie. Bonne chance. Et dans d'autres, on peut comparer avec d'autres pays, par exemple la Norvège, le Danemark, le Groenland, l'Islande. Ces pays-là n'ont pas de limite supérieure. C'est-à-dire qu'une compagnie crée un dommage, il y a un dégât, la compagnie est responsable à 100% du dégât qu'elle a créé. C'est important de remarquer que la capacité d'intervention, s'il y a un désastre dans le Golfe, c'est 15 000 tonnes seulement. Si on pense que dans le Golfe du Mexique, c'est 600 000 tonnes qui ont été répandues, 15 000 tonnes, c'est vraiment ridicule. Le taux de récupération du pétrole répandu, c'est à peine 10 % dans le meilleur des cas. Le Golfe, il y a de la glace, des courants, des vents, ça peut être beaucoup moins que 10 %. Récemment, la Coalition Saint-Laurent est allée en tournée à Terre-Neuve. On a fait une tournée de conférences. Et ça, c'est un article qui est paru dans le Telegram, qui est comme le journal de Terre-Neuve. Et ce que la journaliste disait, essentiellement, c'est peut-être que nous, à Terre-Neuve, on est prêts à aller de l'avant avec l'exploitation du pétrole dans le Golfe du Saint-Laurent. Mais est-ce que c'est juste d'imposer ce risque à nos voisins géographiques? Donc, vraiment, il y a une conscience. Si on fait quelque chose, il y a des voisins autour. Les voisins sont proches dans le Golfe du Saint-Laurent. S'il y a beaucoup d'inquiétudes face à un projet qui est en évaluation environnementale, il y a une possibilité, par la loi sur la canadienne d'évaluation environnementale, de demander une commission fédérale d'examen. Alors, ce qui est arrivé dans le Golfe, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes, des associations de pêcheurs, de touristes, des municipalités, qui ont fait une telle demande au gouvernement fédéral, au ministère de l'Environnement. Et le but de ça, c'est d'avoir une commission fédérale d'examen qui examinerait le Golfe dans son ensemble, qui ferait une étude de la totalité du Golfe. C'est un écosystème, il ne faut pas le morceler en petites parties. Et il faut y avoir quelque chose pour consulter l'ensemble des provinces. Et curieusement, même l'Office de Terre-Neuve a constaté, ils ont dit eux-mêmes que dans leurs 26 ans d'histoire, jamais il y avait vu autant d'inquiétudes face à un projet. Et l'Office de Terre-Neuve lui-même a recommandé au MINUSCAN, a demandé au MINUSCAN de mettre en place une commission d'examen. La réponse a été non. Donc, ça, c'est le portrait actuel des évaluations environnementales qui ont cours dans le Golfe Saint-Laurent. On va commencer avec à gauche de l'île d'Anticosti. Le Québec a fait une première évaluation environnementale stratégique, une EES, qui s'est terminée en 2010. Les conclusions de cette EES-là, c'était le milieu de l'estuaire et le début du Golfe ici. C'est un milieu où il y a trop d'activités humaines, qui est trop riche, et ce n'est pas adéquat pour les activités pétrolières. Peu de temps après, le gouvernement du Québec a passé une loi interdisant, établissant une interdiction permanente d'activités pétrolières dans ce secteur-là. Dans le reste du Golfe québécois et la baie de Chaleur, il y a une évaluation environnementale stratégique qui a cours présentement. Le rapport final devrait être sorti à la fin de l'année 2012. Et suite à ça, il faut mentionner qu'il y a un moratoire au niveau du Québec qui est actif présentement. Suite à ça, décision sera prise de lever ou non le moratoire, l'avant ou non. Du côté de Terre-Neuve, il y a une autre évaluation environnementale stratégique qui devrait commencer d'une semaine à l'autre. On attend toujours le début de cette évaluation-là, la zone orangée. Et finalement, il y a une évaluation environnementale du projet ODAP lui-même. C'est le quadrilatère rouge ici. Donc, ce qu'on peut voir, c'est un peu un casse-tête de toutes sortes d'évaluations environnementales stratégiques qui souvent ne tiennent pas compte des voisins, ce qui, à notre sens, qui serait l'idéal, c'est de considérer le Golfe comme un vaste écosystème et l'analyser dans sa totalité. On peut parler un petit peu de gestion intégrée à ce moment-là.
le Golfe, c'est un joyau qui est partagé par 5 provinces. Donc, il y aurait besoin de se doter d'une réflexion globale sur ce plan d'eau-là. Dans quelle mesure les activités pétrolières pourraient impacter les activités qui sont renouvelables, pêche, tourisme? Il faut considérer les effets cumulatifs. On est plusieurs voisins, si tout le monde va de l'avant, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Et vraiment avoir des consultations interprovinciales là-dessus. La Coalition Saint-Laurent travaille fort pour l'obtention d'un moratoire sur l'ensemble du golfe Saint-Laurent. Pourquoi? Entre autres, pour prendre ce qu'on appelle le temps de prendre notre temps. Il y a vraiment une urgence, les compagnies pétrolières poussent pour que ça aille de plus en plus vite. Il y a une course vraiment. Prenons le temps de bien faire les choses. Réévaluons tous les impacts qui sont souvent très, très, très méconnus. Établissons une véritable gestion intégrée du golfe Saint-Laurent, avoir une vision commune, réviser toutes les normes légales et techniques qui sont souvent très, très fautives, beaucoup de lacunes, et finalement faire un choix éclairé, collectif. Mentionner qu'il y a des centaines de groupes qui demandent justement un tel moratoire, incluant les Premières Nations du Québec, de toutes les provinces atlantiques et de l'ensemble des chefs des Premières Nations du Canada demandent aussi un tel moratoire dans le golfe du Saint-Laurent. Merci beaucoup.